Bonjour, on se retrouve pour continuer cette magnifique histoire des fils échangés. Et puis aujourd'hui, on va avancer et on va aller regarder un petit peu le démarrage de cette sortie d'immobilisme en fait dans la situation avec les deux fils qui sont là, qui sont plus bien parce qu'ils sont pas à leur place l'un et l'autre. Et puis en même temps, bon, on fait quoi? Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer notamment pour le vrai fils du roi? Qui donc bon, a compris qu'à un moment donné, il devait sortir du royaume, s'échapper, et son père, entre guillemets, pas le bon, mais son père, le père du fils de la servante, va lui donner un peu d'argent, etc. Avec cet argent, finalement, il va pas faire grand-chose, puisque il va aller boire, il va aller chercher à oublier. Il est dans une passe, en fait, où il est complètement perdu. Bon, alors qu'est-ce qui se passe pour le sortir de là et je dirais le remettre en mouvement également. Mais c'est pas simple parce qu'en fait on s'aperçoit dans le conte qu'il commence à regretter, il réfléchit à sa situation, il regrette, il comprend pas, il se dit mais finalement c'était pas à moi de partir. Et puis il regrette et il boit, et puis après il regrette et il reboit à nouveau. Et puis c'est-à-dire en fait un cercle dont il n'arrive pas à sortir. Ça parle comment dans nos vies? Tout simplement qu'il y a des moments où, oui, on ressent tout ça, mais on patauge, on rame, on s'énerve. C'est quoi la boisson? C'est s'étourdir pour oublier cette chose-là, oublier qu'en fait, on est complètement perdu, qu'on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Et au bout d'un moment, ce sont les rêves qui vont intervenir dans sa vie. Alors c'est très intéressant parce que la place du rêve dans la Torah, c'est extrêmement important. Les rêves de Yaakov notamment, mais aussi les rêves de Yosef. Il y aurait beaucoup à dire. On peut avoir un discours en psychologie sur l'inconscient qui parle, etc., etc. Mais c'est au-delà de ça. C'est qu'à un moment donné, en fait, quand la Neshama, quand la partie divine de l'être, elle comprend qu'elle n'est pas bien, c'est déjà, je dirais, une porte qui s'est entr'ouverte. Et que immédiatement, on va avoir de l'aide. C'est de comprendre qu'il y a le déclenchement de quelque chose. Alors ça, c'est selon vraiment la préscience divine, de savoir quels sont les moments où ça doit se déclencher, comment il va s'y prendre. Et c'est assez impressionnant dans les témoignages des personnes de se rendre compte à quel point Dieu s'y prend de manière très individualisée et va aller rechercher les personnes selon vraiment leur manière de fonctionner pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. Il va utiliser leur langage, il va utiliser toujours des choses de leur quotidien. Le rêve, c'est ce qu'on peut, à un moment donné, ce qu'on ne peut pas fuir. Donc de toute façon, le mettre face à ça. Est-ce qu'il écoute le premier rêve? Non. De la même manière, j'ai un premier rêve dont il a extrêmement peur, puisqu'en fait le rêve lui dit, bon ben maintenant il est temps d'arrêter ça. Et puis voilà, tu vas aller, il va y avoir une foire là qui va avoir lieu pas loin de chez toi. Tu vas aller là-bas et tu vas aller chercher du travail. Et c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que le fils du roi, il se dit, mais c'est pas selon mon honneur. Il le dit à un moment. Oui, mais quand même, moi, ce genre de travail, ça correspond pas à qui je suis. Et donc, il est dit, il se réveilla, ce rêve l'avait fortement marqué et ça va entrer très très fortement dans son esprit. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de harcèlement qui est fait à ce moment-là pour créer un moment déclencheur. Un moment déclencheur où, et il est dit dans le conte, il en arrive à un bouleversement extrêmement fort, et à un moment on lui dit, si tu veux avoir pitié de toi-même, fais comme il t'a été indiqué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'impérieux qui arrive et qui s'impose à lui, où il comprend que s'il n'en passe pas par là, de toute façon il ne trouvera pas cette porte de sortie. Et que il va continuer à boire, il va continuer, bon, voilà. Et derrière on dit, il fut contraint d'accomplir les paroles du rêve. Ça c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, ce côté impérieux, ça veut dire que c'est presque, entre guillemets, au-delà de sa volonté. Être contraint à faire quelque chose,
Je comprends que le passage là, parce que ça n'est qu'un passage qui va devoir vivre, un premier passage dont on va parler, eh bien, c'est pas du tout ma volonté, j'ai aucune envie d'y aller, mais je comprends à un moment donné que si je n'en passe pas par là, je ne réussirai pas finalement à trouver véritablement la voie, à découvrir qui je suis, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Donc, on voit qu'il attend toujours les extrêmes. Ça, c'est un point très important, parce que dans nos vies, on s'aperçoit aussi que bien souvent, il faut être complètement acculé, il faut être vraiment au pied du mur pour se dire, bon, allez, cette fois-ci, je fais quelque chose. Alors, ça peut être, et malheureusement, c'est au travers souvent d'épreuves, c'est au travers de moments où on se dit de toute façon, quelque part, si je continue comme ça, je meurs, quoi. Il n'y a plus rien. C'est bon, ma vie, elle est finie. Et il y a une conscience intérieure de cette chose-là. Et c'est cette contrainte-là qui va être le déclencheur. À ce moment-là, en fait, il n'y a aucune conscience que c'est le début de la libération. Aucune conscience. Et c'est là le moment qu'on va décrire aujourd'hui, c'est ce qui a traversé qui est le plus compliqué, je dirais, et on va expliquer pourquoi. En sachant encore une fois, moi je vous raconte ce rêve-là et je le raconte avec beaucoup de... Oui, il y a bien évidemment une interprétation personnelle et que chacun doit se faire ses propres images et le dire avec ses propres mots. Voilà, il y a une trame. Bon, voilà, donc prenez cette trame et puis cherchez à vous l'approprier, à vous raconter cette histoire avec vos mots pour véritablement que ça vous bouge dans le cœur, dans la neshama, etc. Et donc, en fait, il est dit qu'à ce moment-là, bon, bah, quand il se retrouve contraint, il va aller voir l'aubergiste. Et en fait, le peu qui lui reste, c'est-à-dire son argent et son vêtement, donc ce sont deux choses assez symboliques, il va aller les remettre à l'aubergiste et il va troquer tout ça contre une chemise toute simple, une tunique, voilà. Alors, le vêtement, ça va représenter, en fait, tout, ça nous représente. Le vêtement, c'est ce qui, à un moment, nous donne l'image de nous-mêmes vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de nous aussi. C'est une représentation. Et donc, en fait, je quitte, dans la symbolique, c'est je veux quitter, en fait, cette représentation de moi-même. Ok, j'ai compris qu'en fait, ce vêtement-là, c'est pas le mien. Donc, finalement, et puis, je vais l'échanger contre une tunique et, voilà, une simple tunique de marchand. Et après, pour partir à la foire. Autrement dit, peu importe en fait ce que je me mets sur le dos. Peu importe parce que de toute façon, pour l'instant, j'ai pas le vêtement qui me correspond. Très intéressant d'ailleurs de savoir qu'en hébreu, le mot bagad, qui veut dire un habit, un vêtement, c'est le même mot que beged, qui veut dire la trahison. C'est-à-dire que le vêtement, soit il nous représente, soit au contraire, il nous trahit. On fait semblant de... voilà, toujours en hébreu, puisque dans l'hébreu, les voyelles ne font pas partie des mots, elles sont marquées en dessous ou au-dessus. Enfin bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un mot, il peut donc se lire différemment si on change les voyelles. Ça change la signification, ça n'est plus le même mot. Donc bagad, c'est beged également. Et ça nous montre à quel point, quand on les met en relief l'un avec l'autre, quand on les rapproche, eh bien, voilà, ça exprime déjà plein de choses. Et donc, voilà, il y a cette simple tunique. Donc, autrement dit, déjà, la simplicité. Je ne sais pas qui je suis. Donc, je ne vais pas chercher à aucune représentation de moi-même. J'accepte finalement quelque chose qui est relativement neutre. Et l'autre chose, c'est que je vais donner tout mon argent. Alors, je dirais l'argent représente nos richesses, toutes les richesses intérieures. C'est-à-dire tout ce en quoi je pourrais tenir, tout ce que je crois qui constitue une richesse chez moi, je vais devoir accepter de lâcher tout ça, quoi. Et de me retrouver tout nu quelque part, tout nu sans argent. C'est-à-dire, en fait, ce à quoi je m'accroche pour ma sécurité, j'ai pas dit que c'était une chose à faire quand on... c'est-à-dire de larguer l'argent qu'on a pu mettre de côté. C'est pas ça que je veux dire. C'est, en revanche, d'avoir conscience que dans cette recherche de notre identité véritable,
eh bien, on doit se déshabiller complètement de tout l'idée qu'on a de nous-mêmes, des idées qu'on se fait sur nous, de croire qu'on est comme ci ou comme ça. Parce qu'en fait, on l'a dit, en fait, on n'en sait rien. Et donc, la première chose, c'est cette simplicité. Et cette simplicité, elle va avec le fait d'être dans notre vérité, dans notre authenticité. J'aime, j'aime pas. C'est d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit sur le pouvoir des inclassables, c'est une des premières choses que je dis. Quand on s'est énormément éloigné de soi-même, ça va être, je compare ça au fait de goûter des petits pots et de se dire comme un bébé, je crache ou j'en redemande. C'est-à-dire, je dois revenir à ma vérité brute. Après, on va apprendre après comment se servir de tout ça. Mais pour l'instant, on n'a pas les armes. Donc déjà, être dans le constat pur, simple, brut, de ça me parle pas. C'est quelque chose qui me fait du bien, qui me fait du mal. Point. Et donc, voilà. Déjà, donc je me déleste de toute cette chose-là. Et après, il part donc à la foire. Il va suivre ce que le peu de, à l'image du petit poucet, le peu de cailloux qu'il a. C'est bon, ok, je lâche ça. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il a tellement attendu, il est allé tellement loin dans cette situation de blocage que finalement, je dirais que c'est un peu le coup de tête aussi. C'est l'énergie du désespoir, c'est l'énergie de j'ai plus rien à perdre. C'est ça. C'est pas l'énergie du désespoir, parce que c'est un mot voilà, dont je me méfie. C'est le je n'ai plus rien à perdre. Et donc, sachez qu'en fait, quand vous êtes dans des situations comme ça dans votre vie, où vous dites je n'ai plus rien à perdre, ça veut dire que ça y est. Ça va être, je dirais, dans l'image, vous savez, on dit que quand on est au fond de la piscine, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de remonter. Ben, c'est ça qui se produit. Sauf que le démarrage, comme on est complètement perdu, il n'est pas simple. Alors, ben voilà. Et qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller sur la place du marché. Et il va chercher un boulot en se disant, bon. Et comme son rêve le lui a indiqué, à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'aborde, un négociant, voilà, et qui lui dit... eh ben écoute, moi je peux effectivement t'offrir un emploi. Tu peux devenir mon employé. Moi j'ai besoin de faire garder mes bêtes, donc si tu veux, tu garderas mes bêtes, etc. Et il est écrit quelque chose d'intéressant. Il est dit le garçon n'eut pas le loisir de penser, et ceci à cause du rêve mentionné plus haut. C'est-à-dire, ben, moi on m'a dit que ça allait passer par là, alors du coup j'y vais. Donc je ne pense pas. Et ça, c'est quelque chose. C'est un tournant extraordinaire et c'est ce vers quoi on veut l'amener. C'est-à-dire, dans nos vies, quand on a travaillé essentiellement avec le Nefesh et qu'on a laissé complètement notre Neshama de côté, notre vérité, notre identité profonde, on a eu des manières de penser qui ont été des manières donc inversées et que le premier pas qu'on va devoir faire, c'est de se dire, je vais devoir laisser la vie me guider. Donc, on m'a dit de le faire, j'ai rêvé de ça, j'y arrive, on me propose un emploi, je dis oui, je n'ai pas le loisir de réfléchir. Parce que si je me mets à réfléchir à la chose, je vais encore réfléchir avec toutes mes mauvaises habitudes, c'est d'ailleurs ce que représente le négociant. Le négociant représente, il représente pas mal de choses, hein, mais notamment les habitudes, le passé, je dirais nos mauvaises manières de réfléchir. Bon, il va représenter d'autres choses. Et Rabbi Nachman explique bien d'ailleurs dans son conte le peu d'explications qu'il donne, parce qu'il y a un tout petit paragraphe à la fin du conte, où il dit, sachez qu'en fait, chaque personnage, il y a des choses qui sont interchangeables, il peut représenter plusieurs choses en même temps. Et donc, tout de suite, il dit donc tout de suite oui, et le négociant l'embaucha sur le champ. C'est-à-dire que de toute façon, quand c'est décidé par Hachem, ça se fait. Donc, quand on commence à travailler aussi avec la Neshama, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, on ne fait plus du tout les choses avec notre, je dirais, avec nos petits points, avec notre force. C'est le saut dans le vide. Voilà, j'ai fait un rêve, alors, j'y vais. Et surtout, ce passage-là, qui va être un passage douloureux pour l'âme, c'est que
comme en fait, l'âme, elle n'a pas encore découvert véritablement qui elle va devoir accepter un boulot qui est euh, lambda, qui, à ses propres yeux, ne représente rien, n'a pas un intérêt spécifique, ne le fait pas vibrer par rapport à quelque chose. Et là, en fait, c'est tout le passage par ce qu'on appelle l'annulation, en hébreu le bitoul. D'ailleurs, je dois m'annuler à un moment donné, c'est-à-dire, comme je ne me suis pas définie, je vais devoir apprendre, c'est aussi un gros passage par l'humilité, me laisser enseigner finalement par la vie. Donc, à la fois re-rentrer dans l'action, puisque c'est bien ce vers quoi il va. Donc, je vais avancer, je vais faire, je vais observer. Et c'est comme ça, et je vais commencer aussi à faire confiance dans la vie. C'est-à-dire que c'est comme ça que je vais commencer à développer ma Emouna. Mais ce sont les tout premiers pas. Moi, on m'a dit, ok, je suis complètement bloquée, j'ai fait un rêve, je suis le rêve. En même temps, ça ne me parle pas, j'y comprends rien. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. Et j'ai pas le temps de penser. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par ce moment où on ne comprend pas? Parce qu'en fait, ça n'est que parce que, justement, on va renoncer à toutes nos compréhensions, nos combines, nos calculs, que petit à petit, on va pouvoir laisser émerger notre vérité. Le propre du Nefesh, c'est de toujours tout faire sur des calculs. Si je fais ça, ça va m'amener là. Ah oui, mais alors si je dis ça, ça risque de pas plaire à Bidule, et puis ça va peut-être entraîner ceci et cela. Même avec nous-mêmes. Alors on peut le faire dans la vie, par rapport au boulot, par rapport à notre conjoint, par rapport aux enfants, dans l'éducation, tout ça, mais on le fait beaucoup avec nous-mêmes. On est dans une espèce de discours intérieur. Si vous vous observez, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est de l'anti-émouna total, de l'anti-confiance totale, parce qu'en fait, systématiquement, vous êtes dans des enjeux avec des implications, avec des calculs, ce que j'appelle moi la comptabilité. On est tous chefs comptables, experts comptables de nos vies, où ça ne nous mène pas bien loin d'ailleurs, parce qu'on se rend compte qu'au bout du compte, vous savez, c'est comme les fameux bilans prévisionnels, en fait, on est rarement dans la prévision. Mais en tout cas, pour se rassurer, on va se faire ça. On va se faire un prévisionnel absolument extraordinaire. Bon. Et puis la vie, elle ne cesse de nous montrer que le prévisionnel, en fait, il ne marche pas. Première chose que va donc devoir faire le fils du roi, le vrai fils du roi, c'est de lâcher ça. Oh, je laisse la vie venir, je laisse la vie m'impacter comme ça, me toucher, et moi je dois m'annuler, et je dois me dire, ok, bon, bah, c'est comme ça, oh, d'accord, alors on m'a proposé le boulot, bah, je vais pas oser refuser, je vais dire oui, j'ai pas le temps de penser, paf, je suis embarquée dans le truc, et finalement aller se confronter à l'extérieur, aux éléments que je ne maîtrise pas justement, pour laisser émerger quelque chose de complètement différent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, il dit, une telle servitude ne lui convenait sûrement pas, lui qui était un homme si délicat. Et maintenant, il devait conduire le bétail en marchant à pied. Mais il était impossible de changer cela. C'est-à-dire, je me rends compte que je ne sais pas ce que je fais là, en fait. J'y comprends rien. Mais une chose est sûre, c'est que c'est comme ça que la vie, elle va me former. C'est le début de tout. Accepter de ne pas comprendre. Accepter de ne pas être en maîtrise de tout. Et de se dire, j'embarque. J'embarque, c'est la vie. La vie, elle m'amène là. Ok, je vais apprendre plein de choses. En fait, les personnes qui réussissent à s'inscrire comme ça dans la vie, ils vont très très loin. D'abord parce qu'en fait, ils ne sont pas sans arrêt en résistance par rapport à ce que la vie leur propose. Et du coup, ils découvrent plein de choses chez eux. Les gens qui ont eu plein de métiers, qui sont allés à droite, à gauche, etc., ils disent, oh, mais en fait, j'ai appris plein de trucs avec machin, avec bidule, puis je me suis fait un réseau pas possible. En fait, j'ai des amis un peu de partout, et puis ça foisonne, et puis il y a la vie, et puis ils se rendent compte que non, ça me correspond pas, mais ça me correspond. Et c'est petit à petit, en fait, c'est comme une espèce de construction qui va se faire. Donc en fait, la première des choses, le premier cap, qui est un cap extraordinairement désagréable quand on vient de la vie d'avant, c'est l'annulation. Et le fait d'accepter que en fait, j'y comprends rien. Donc en fait, je me rends compte qu'en fait, je suis nulle, quoi.
Je suis nulle. Moi, je pensais que j'étais en maîtrise. Moi, je pensais que je comprenais. Mais en fait, c'était une illusion totale. Et la première sortie de l'illusion, elle est là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent surtout pas. Il y a certaines personnes qui tiennent profondément à tout ce décor qu'elles ont construit dans leur vie. Parce que s'il n'y a plus ce décor, il y a finalement une trouille phénoménale, il y a une peur. Où elle est ma sécurisation si je ne peux plus m'identifier à toutes ces choses-là? Et donc, bon, voilà, comme il est complètement perdu, alors la première chose qu'il va dire, il dit, bah alors, mais moi je fais comment pour aller seul avec le bétail, etc. Alors il dit, bah regarde, il y en a d'autres, là, il y a d'autres bergers, t'as qu'à les suivre, t'as qu'à faire comme eux. C'est-à-dire qu'au début, c'est ça. C'est comme je suis encore personne, comme je sais absolument pas qui je suis. Oui, au début, je vais tenter, je vais tester, je vais faire comme les autres. Et puis j'ai quoi perdre? Parce que finalement, c'est aussi comme ça que je vais me définir. Comment il s'appelle Ah, ce scientifique Albert Jacquard il disait en fait dans toutes ces recherches scientifiques qu'il a menées quand il était aux États-Unis, il disait ce qui avait de génial, c'est qu'en fait, on n'avait pas peur de se tromper, on n'avait pas peur de dire tout un tas d'âneries, parce qu'en fait, les âneries, elles fermaient des portes et elles en ouvraient d'autres, et que c'est petit à petit comme ça que on allait vers des découvertes et que d'autres portes pouvaient s'ouvrir. Donc en fait, c'est ça le chemin de la vie. C'est déjà une première chose, c'est pour ça que ça nécessite énormément d'humilité. Parce que si moi je rentre pas dans cette humilité-là, si je refuse de ne pas comprendre, alors ça veut dire que je comprendrai jamais en fait. Donc par ricochet, si un jour on veut pouvoir comprendre quelque chose, un petit quelque chose à qui on est, etc., ça ne pourra passer que par le fait d'accepter qu'on comprend rien. Et c'est toute l'ambivalence. Et des ambivalences, on va en avoir plein, en fait. Voilà. Et donc, effectivement, bon, alors du coup, il se met à conduire son bétail, etc. Et puis la première chose, et c'est un premier signe, c'est qu'effectivement, ce travail-là va l'emmener en dehors de la ville. Alors, la ville, c'est aussi très symbolique, mais la ville, elle va représenter l'endroit où, justement, on vit selon toutes les principes de ce monde. Une vie très conformiste, réglée, j'allais dire entre guillemets métro, boulot, dodo. Donc, dans cette démarche-là, et dans le fait d'accepter cette annulation, et d'être là avec des yeux grands ouverts dans l'acceptation de ce que la vie elle va nous ouvrir, nous proposer, c'est de se dire, ok, eh ben, je commence à sortir de certains principes j'ai toujours cru que c'était comme ça et comme ça que ça marchait, et je commence c'est le tout démarrage, hein, à me rendre compte qu'en fait, il y a autre chose en fait en dehors de la ville, et que c'est pas mal aussi, voilà. Et on va revenir justement sur ce négociant, parce que le négociant les suit, et il est dit que ce négociant, il chevauchait sa monture d'une manière hautaine et cruelle, etc., et qu'il était particulièrement cruel envers lui-même, envers le fils du roi. Et où il témoignait d'une dureté encore plus perverse. Alors, ce qui est très très intéressant là-dedans, c'est que justement, une des premières choses auxquelles on est confronté, c'est cette dureté-là du négociant. Le négociant, donc, alors on va le dire à un premier niveau et à un premier degré. Étant donné que le fils du roi, il ne sait toujours pas qu'il est fils du roi. On le voit bien, il a encore des doutes, il est complètement inconscient de son identité. Et la vie, elle va l'amener à aller croiser un patron qui va être cruel, hautain, et qui va lui, tout particulièrement, c'est-à-dire justement, celui qui représente la Neshama, qui représente une grande lumière, c'est particulièrement lui qui ne va pas supporter et avec lequel il va avoir un comportement assez pervers. Et ça ne peut que vous parler, parce qu'en fait, cette perversité, vous savez qu'on parle beaucoup de harcèlement dans notre société. Dans l'extériorité des choses, en fait, il va y avoir un moment pour arriver à cette annulation, pour arriver à cette humilité, pour arriver à se dire « je descends de 4 étages, là, ou même de 10 ou de 20,
eh bien, on va se retrouver face à des gens qui vont se comporter comme des espèces de petits chefs, cheffaillons, d'être extrêmement désagréables, voire pervers, euh, et que, comme on va se rendre compte dans le conte, en fait, ce sont des choses qui appartiennent au fils du roi. Ce sont des choses, des peurs, tout un tas de choses qui également sont en lui. D'ailleurs, il est dit, le fils craignait que si le négociant le frappait avec son bâton, il en mourrait tout de suite. C'est-à-dire que dans l'archétype, ce négociant qui justement va représenter on va dire, euh, toutes ses habitudes, tout ce passé, tout, pour une part, c'est ça. Ça veut dire que quand on commence à se libérer de tout ça, où on a une vie qui est encore relativement, je veux dire, qui repose sur des bases, enfin, il n'y a pas de fondement encore, hein, il n'y a pas de conscience véritable de l'identité, et ben le résultat, c'est que on a peur d'en mourir. On est confronté à des craintes absolument terribles. Comment ça? Alors je suis en train de quitter telle et telle habitude, telle et telle croyance. Moi je pensais que c'était comme ça. Et que finalement il y a aussi un petit cheffaillon en nous qui dit mais regarde ce que tu es en train de faire. Mais c'est n'importe quoi. Mais comment tu te permets? Mais comment tu peux prendre une telle et telle liberté par rapport à ça? Mais ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu vis de cette manière-là. Comment tu oses? C'est-à-dire qu'il y a également ce petit chef cruel en nous. On va s'en rendre compte d'ailleurs plus loin. Parce qu'on va voir en fait dans le conte que il va se mettre à courir après des brebis et qu'il va rencontrer quelqu'un qui va lui dire mais arrête de faire ça, mais arrête, mais c'est débile quoi. Et on va voir après quoi il court en fait. Donc déjà, de comprendre qu'au moment où on fait cette démarche-là, oui, il y a une voix intérieure extrêmement puissante qui vient s'interposer parce qu'en fait, c'est comme si on devenait infidèle à soi-même. Enfin, c'est pas comme si, c'est qu'on devient infidèle à ce qu'on a été. On commence à prendre et à rentrer dans un premier pas vers une forme de liberté, même si c'est maladroit, même si on tente des choses. Mais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Déjà, tu sors de la ville, donc du coup, tu vis plus tout à fait pareil. Tu vas commencer à avoir un regard sur les choses qui n'a plus rien à voir. Et donc, euh, cette crainte profonde-là, cette peur qu'on a en nous, d'un seul coup de sortir du rang, de sortir du chemin tout tracé, du chemin de la réussite aussi. Et donc, et c'est pour ça qu'en fait, pour être capable de passer par tout ça, de vivre toutes ces choses-là, il faut être arrivé à un moment de nos vies où on s'est retrouvé dans un cul-de-sac, où on s'est dit de toute façon, maintenant, soit ça change, soit c'est fini, je me relèverai plus. Et donc, il continue à mener les bêtes, il est toujours accompagné de ce négociant. C'est très intéressant de voir qu'au début, le négociant ne le lâche pas. Il est toujours sur ses talons en permanence à le surveiller, c'est-à-dire que cette part de nous, au démarrage, mais en fait, elle est... Même si on a commencé à s'en détacher un tout petit peu et à faire légèrement naître quelque chose d'autre, en tout cas à mettre une conscience sur ce qui se passe dans nos vies, mais le négociant, il est omniprésent. Il est omniprésent, il jauge, il soupèse, il essaie de casser ça en permanence. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les personnes qu'on va croiser dans nos vies, tous ceux qui ont eu affaire à du harcèlement, à de la perversité, à tout ça, ça n'est que le reflet de quelque chose qui existe en nous déjà. C'est déjà une manière qu'on a de se traiter nous-mêmes. D'être là aussi avec nous-mêmes dans des calculs permanents sur il faut, on doit, ça c'est bien, ça c'est mal. D'ailleurs, je ne me laisse pas expérimenter, je ne me laisse pas vivre les choses, je ne me laisse pas être dans ma vérité. Non, parce que ça ne se fait pas. Et puis, c'est pas ça qui mène à la réussite. Et cette figure du négociant, il faut bien comprendre, je pense que c'est intéressant de la repérer dans les différents domaines de nos vies. Elle peut être plus ou moins forte, d'ailleurs, selon les domaines.
il y a des injonctions parfois en tant que... par exemple, je vais prendre les injonctions pour les mères au niveau de l'éducation vis-à-vis des enfants. Une bonne mère, c'est être comme ci, c'est être comme ça, c'est faire ci, c'est faire ça, etc., etc. Alors qu'on se rend compte des fois qu'en fait, dans notre cœur, on est amené à faire des choses et de se dire, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de faire. C'est pas moi ce truc-là. Et ça va se démultiplier dans tous les domaines de nos vies. Tous, tous, tous. Et que donc la phase suivante, ça va être quoi? Ça va être le fait qu'à un moment, en fait, ils vont larguer le négociant. Ça y est, ils vont plus l'avoir sur le dos. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que on va pas. Mais du coup, ils arrivent à un certain endroit déjà, et donc ils avaient des besaces avec eux, et dans lesquelles il y avait le pain des bergers, et le négociant leur a distribué ce pain-là, et du coup, bah, le fils du roi, il reçoit ce pain, et donc il se nourrit déjà. Et au début, ça veut dire qu'en fait, on continue à se nourrir avec le pain du négociant. On continue à manger de ce pain-là, c'est-à-dire on est encore dans un mode de fonctionnement antérieur. Les habitudes, elles n'ont pas encore été lâchées ici. Et donc on est comme en discussion. On commence à se rendre compte qu'elles nous enferment, que c'est oui, c'est pervers, que c'est cruel, que ça nous fait... On a peur d'en crever, mais en même temps, c'est encore présent. Et donc la phase suivante, effectivement, ça va être comment il va se débarrasser, entre guillemets, de ce patron-là. C'est parce ils vont commencer à rentrer carrément dans la forêt cette fois-ci. C'est même plus qu'ils ont quitté la ville, donc on verra la fois prochaine toute la symbolique de tout ça. Et que deux bêtes de son troupeau vont s'échapper et que là, du coup, il va se débarrasser du négociant. Voilà. Mais tant qu'il a le négociant sur le dos, il est dans des frayeurs terribles. Et donc, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà une bonne demi-heure, et je vais reprendre la prochaine fois à cet endroit. Donc, n'hésitez pas à continuer à me poser vos questions et à échanger pour que vraiment on puisse aller aussi loin que vous avez envie qu'on aille. Voilà. Je précise d'ailleurs, je le dis, qu'il y a donc une formation sur la Teshuvah, donc le retour à soi. Une formation avec 5 ateliers qui démarre début mars. Et puis, il y a également un stage au mois d'avril, ici, dans les Bouches-du-Rhône, donc près de Salon de Provence, sur le cœur, voilà, sur le monde émotionnel, pour vraiment la réouverture du cœur, apprendre vraiment à vivre avec un cœur ouvert. Et donc, si ça vous intéresse, il y a des renseignements sur le site, vous pouvez également me contacter. Ce sont des formations ou des stages qui sont accompagnés de tout un tas d'exercices très pratiques. Et donc, voilà, je vous espère nombreux pour ceux qui sont interpellés par tout ça. À très vite sur la chaîne.